Bonjour. Bonsoir. Alors, il ne manque plus qu'Ella. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Il est 18h01. Ben, j'ai le plaisir de tous vous accueillir. Bon, évidemment, le grand coordinateur de cette journée, Emmanuel, doit être sur les rotules. Ça va. Et aussi, et Ella qu'on ne voit pas mais qu'on entend. Bonjour Ella. Oui, bonjour Alain, bonjour à tous. En fait, je n'arrive pas à paramétrer la vidéo, donc Ah, ça paraît c'est très trivial dommage, c'est comme ça. dommage. Dommage, donc bon, je sais pas, ça coince. Mais je suis Bon, bien là. bon, on t'entend bien en tout cas Ella. Bonjour Ella. Il y a également François-Xavier. Bonjour François-Xavier. Salut Alain, tu m'entends bien? Très bien, c'est juste pour m'assurer qu'on entend tout le monde. Et Sébastien est là aussi. Bonjour Sébastien. Bonsoir Alain, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bon, ben voilà, on entend tout le monde, on ne voit pas Ella, mais on vous entend tous les quatre. Alors, bon, j'ai assisté à toute la journée. Quelle journée, hein. C'était un challenge toute la journée en visioconférence. Ça a été dense, ça a été riche. Il y a eu plus d'une trentaine d'experts qui se sont exprimés sur leurs projets, sur leurs idées. Bon, moi j'en retiens un maelstrom d'innovation en tout genre, d'évolution sociétale, de transition. Et je me dis, oh là là, c'est pas simple, hein, notre métier il est pas simple. Je me pose la question s'il y a déjà eu des époques où les acteurs ont été confrontés à autant de changements en si peu de temps. Voilà. Et donc Emmanuel, toi qui as piloté, qui as coordonné un petit peu toute cette journée, a choisi des thématiques, a choisi des experts. Comment tu vois ça? Comment on peut faire pour finalement gérer toutes ces transitions, toutes ces injonctions à innover, à évoluer, à se transformer qu'on a entendu toute la journée? Comment on fait? C'est une question, je sais pas, c'est une question piège. Euh, Déjà, simplement sur le retour, après je ferai un débriefing après, mais ce que je peux dire, c'est qu'à l'issue de chaque université, je suis toujours impressionné par le niveau d'expertise, la qualité des échanges. Et bien là, aujourd'hui, je peux encore témoigner que le niveau était très élevé, à mon sens. Et j'étais vraiment impressionné, parce que c'était pas simple en digital. Et malgré cela, on a eu des échanges de très haut niveau, avec un très bon niveau d'expertise. Et je pense qu'on repart ce soir avec une vision claire de ce qu'on doit faire et ce qu'on ne peut pas faire encore maintenant ou qu'on doit faire demain. Les enjeux pour chacun à chaque niveau. Alors maintenant, la complexité, tu dis, ouais, c'est complexe. Oui, c'est complexe. Mais il y a des choses qui sont quand même simples. C'est que on voit bien que le numérique est au cœur de toutes les transitions et qu'on n'a plus le choix. On n'a plus le choix. Donc en fait, quelque part, il faut déjà avoir cette conviction. Il faut cette conviction. Et ensuite, pour répondre à ta question, eh bien, il faut une vision. Il faut une vision globale pour porter ces mutations. Et donc, qui dit une vision globale, dit aussi une compréhension des sujets, compréhension des enjeux. Et un partage. Et un partage avec l'ensemble des acteurs. Donc, je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu, il est là. Il est porter une vision, comprendre les enjeux et mener des actions, un plan qui nous emmène vers cette finalité. Et tu disais, est-ce que dans la vie, est-ce qu'on a eu déjà des situations aussi complexes? Je ne peux pas dire, mais je pense, moi, aujourd'hui, qu'on est au même point qu'il y a 130 ans, à peu près, quand effectivement on a amené l'électricité dans les villes, dans les territoires, dans les bâtiments. On ne savait pas exactement ce que ça allait faire. À la base, c'était peut-être juste pour changer les becs de gaz et l'éclairage dans les villes, dans les bâtiments. Et puis derrière, on a découvert des tas d'usages, des tas de services. Et on découvre encore. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, on en est pareil, on est au même niveau. Et pour accompagner ces changements, il y a eu des opérateurs qui ont géré effectivement à la fois l'installation, le déploiement du réseau électrique, puis qui ont été des tiers de confiance pour porter cette mutation.
Mais je pense qu'aujourd'hui, on est là à peu près, si ce n'est qu'on parle du numérique et c'est beaucoup plus transversal encore. Bah, c'est une vision plutôt rassurante parce que avec le recul historique, quand on voit ce que ça a donné 130 ans après, ben on se dit que dans 100 ans, il y aura quelque chose d'absolument extraordinaire par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, hein, si on suit cette voie-là. Alors, de manière un peu plus pragmatique, comment la SBA peut, enfin, quel est notre rôle finalement? Quel est le rôle de la SBA pour accompagner tout ce mouvement des transitions? En deux mots, hein, parce qu'on en fait tellement, mais Bah, écoute, en fait, c'est clair. On l'a bien entendu. Tout cela, ça ne peut marcher que si on a de la confiance. Et donc, il faut des cadres de confiance sur lequel, en fait, tous les acteurs vont pouvoir se fédérer, se référer. Sans ça, ça ne marche pas. Et donc là, je pense que la SBA est quelque part unique en son genre, car elle est effectivement dépositaire de ces cadres de confiance, ces cadres de référence. Mais non seulement on n'est pas dans un système figé, on est dans un système totalement dynamique et c'est de la co-construction avec l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur. C'est-à-dire que ça ne vient pas du chapeau inventé par qui sais-je ou quelques experts dans un coin. Non, c'est vraiment tous les acteurs qui sont impliqués dans cette transition. Et aujourd'hui, je peux dire que ça n'existe nulle part ailleurs et c'est ça qui fait notre force et quelque part aussi notre légitimité. Parce que quand il y a un cadre de confiance ou un socle de confiance tel qu'on les a définis, c'est réellement pour le bien commun et non pas pour servir les intérêts de telle ou telle fédération ou filière. bah, très bien, merci Emmanuel. Alors, je vais passer la parole à Ella. On a beaucoup parlé aujourd'hui de la ville, hein, qui est au cœur du sujet. C'était question de la ville hybride ce matin, de la ville résiliente, de la ville du quart d'heure, la gouvernance de la donnée il y a quelques minutes à l'échelle de la ville, du territoire. Comment on fait pour réinventer cette ville de demain et surtout, en fait, un des débats qui a eu lieu au cours de la journée, c'est est-ce qu'on doit passer par les démonstrateurs et si oui, comment on fait pour passer à l'échelle en fait? Comment on fait pour sortir de tout le temps faire des démonstrateurs et des nouveaux démonstrateurs et des nouveaux démonstrateurs et finalement peu souvent déployés? Alors, vaste question, Alain, que je vais tâcher modestement, à laquelle je vais Désolé, je vous tâcher pose des modestement questions plèges le soir. Hein. de répondre. Ouais, c'est pas évident après une journée aussi riche. Alors, je voudrais, pour y répondre, peut-être rebondir sur le point d'Emmanuel concernant la vision. Je pense que le point de départ, c'est quel est notre projet pour la ville, pour les villes, les territoires, et de reconnaître en fait les enjeux qui sont au cœur de la ville de demain et qui ont été développés aujourd'hui. Et l'une des forces de la SBA, c'est de reconnaître ces enjeux clés qui sont au cœur de la vision pour la ville. Bon, le premier enjeu qu'on reconnaît tous, c'est un enjeu de durabilité. Sur le volet environnemental et la SBA se positionne comme un acteur fédérateur de l'ensemble des acteurs de la filière bâtiments et territoires au sens large pour la transition numérique au service de la transition environnementale. Et ça, cette dimension durabilité, elle est clé. Le deuxième point que je voudrais souligner par rapport à cet enjeu de projet pour la ville, c'est la dimension inclusive, le fait qu'on place l'humain au cœur de la réflexion et le cadre de référence R2S est particulièrement puissant et devrait être connu et reconnu pour son caractère serviciel au service de l'humain, de faire passer les bâtiments résidentiels, tertiaires et les territoires très prochainement d'une dimension passive à une logique active, connectés, communicants, pour pouvoir fournir les services essentiels aux citoyens. Et on le voit aujourd'hui avec la crise sanitaire. On parle beaucoup de télétravail, mais il y a aussi la télémédecine, la téléuniversité, la téléécole. Tous ces enjeux-là sont traités aujourd'hui au niveau de la SBA et c'est aussi une force à reconnaître et mettre en avant. Et puis le troisième volet important par rapport à ce projet pour la ville,
c'est la dimension de résilience qui me paraît importante, surtout en cette période complexe, c'est-à-dire notre capacité d'absorption aux chocs qui surviennent, aux chocs comme la crise sanitaire, mais aussi d'autres chocs. On pense aux crises climatiques notamment qui sont un enjeu clé. Donc par rapport à ça, il y a un double volet que j'ai notamment eu l'occasion de développer dans des papiers, dont récemment dans la revue de l'ENA, sur la question de l'hybridation croissante. Tu parlais de ville hybride, Alain, et c'est un sujet que porte Emmanuel et que nous portons tous, vice-président de la SBA avec François-Xavier et Sébastien, c'est-à-dire une imbrication de plus en plus forte du physique et du digital. Ça, c'est l'hybridation, mais aussi dans la méthode à déployer. Une méthode hybride, c'est une méthode qui reconnaît qu'il faut à la fois une approche descendante, mais aussi une approche transversale. Et ça, c'est aussi une grande force qu'on a à la SBA autour du fait de réunir les différents acteurs. Alors, une fois qu'on a dit ça, comment est-ce qu'on y arrive? Emmanuel parlait du cadre de référence. Moi, j'aime bien l'image aussi de la langue commune, parce qu'on on a une variété d'acteurs aujourd'hui au niveau de la ville, enfin, et des bâtiments, et on parle des langages différents. Et en fait, je pense que ce qui est important d'avoir à l'esprit, c'est que R2S, c'est un langage commun. Et ça, c'est très fort, c'est très concret, et c'est un premier point de départ. Ensuite, le deuxième point qui me paraît important sur le fait de concrètement arriver à réaliser cette ville de demain, c'est de sensibiliser et faire preuve de pédagogie, faire connaître R2S très largement au sein de l'écosystème, au niveau national et dans les territoires, auprès des élus et des services techniques, et ça fait partie de nos priorités. On l'a démontré en réalisant une vidéo, un motion design lors du premier confinement. On a sorti 10 recommandations Smart et Green dans une dynamique de mode d'emploi. Et je pense que cette logique de mode d'emploi opérationnel, elle sera de plus en plus clé. Les acteurs aujourd'hui, ils ont besoin de comprendre de quoi on parle et puis très rapidement de savoir comment on met en place, et une logique d'action recommandée et particulièrement propice à cela. Et puis une troisième dimension, parce qu'on fait, il y a beaucoup de groupes de travail, pas mal de discussions. C'est de pas oublier qu'à un moment donné, il faut travailler, il est nécessaire de travailler à partir du terrain, du réel, avec les élus et les services techniques sur des thématiques d'application concrètes. Et ça, j'en veux pour preuve d'exemple le travail formidable qui est réalisé dans le cadre de la commission Smart Aménagement, sous le pilotage de Catherine Moulin de Certivea, avec tes recommandations et ton suivi précieux, Alain, mais aussi de tous les autres participants. Et puis, de reconnaître qu'il y a des thématiques sur lesquelles on peut avancer plus rapidement, comme la gouvernance de la data et la question du numérique responsable. Parce qu'un des sujets importants qu'il faut qu'on ait tous à l'esprit, c'est qu'il y a aussi un débat dans la société, et actuellement, sur pas mal de sujets, il y a des clivages qui se forment. La SBA a un rôle clé à jouer, c'est le rôle qu'on joue dans un débat où on pourrait très rapidement tomber entre d'un côté les Amish et les éleveurs de chèvres dans le Larzac et des technophiles sur une logique de ville gadget. La SBA, c'est ni l'un ni l'autre. Nous, on est la voie du milieu. Alors, ça paraît peut-être modéré, mais c'est ce qu'il y a de plus complexe et c'est ce qu'il y a aussi de plus constructif. Et ça, c'est vraiment ce qu'on souhaite porter. Et c'est aussi potentiellement entendre le sujet du numérique responsable, le sujet de la combinaison des solutions tech et low-tech. C'est tous ces enjeux-là. Et puis, pour revenir sur un dernier point, et je finirai là-dessus, Alain, c'est pour passer du démonstrateur à la réplicabilité et la massification. Et ça c'est toujours un enjeu clé. C'est de pouvoir identifier et faire connaître les cas d'usage réplicables. Reconnaître aussi que aujourd'hui dans notre pays et à travers l'Europe, l'enjeu, c'est pas seulement le bâtiment neuf, c'est aussi et surtout la rénovation, et envisager notre action aussi sur le stock de bâtiments au niveau des villes et des territoires, et ces use cases réplicables, les transformer eux-mêmes en mode d'emploi.
Parce on peut répliquer et massifier un certain nombre de solutions, mais aujourd'hui, elles sont pas nécessairement connues et elles sont pas nécessairement présentées de manière à faciliter leur appropriation par ceux qui sont aux commandes, surtout au niveau public. Ben merci. Et là, c'est une très belle feuille de route que tu viens de nous écrire là. Je retiendrai le et l'un et l'autre, et smart et green. Hein, c'est un petit peu le message et là que tu as voulu nous faire passer. C'est cette notion d'hybridation qu'il faut savoir embrasser le tout. Alors, François Xavier, la première pierre à l'édifice, si je puis dire, finalement celle qui nous concerne toutes et tous, c'est le logement, c'est l'habiter, c'est où nous vivons tous les jours. Alors, le marché du smart home, il n'est pas nouveau, ça fait longtemps qu'il est en plein boom. Mais ce qui est un petit peu nouveau, c'est qu'il ne touche plus aujourd'hui uniquement l'individuel, mais il s'intéresse également au collectif. Je veux parler donc également du smart home, de la smart résidence, du smart logement au sens où l'entendent les bailleurs sociaux. Comment ça se passe de ce côté-là, cette transition finalement du smart home individuel, de tout à chacun, à une démarche collective des acteurs du logement, qu'ils soient syndics, bailleurs ou promoteurs résidentiels? Effectivement, le marché est en train de basculer pratiquement. Hein. On constate notamment que tous les promoteurs maintenant mettent le mot logement connecté dans leur plaquette. Ils travaillent tous sur la massification. Donc je reprends le terme d'Ella qui est très intéressant. On arrive à une massification des logements connectés. Donc en neuf, mais également, évidemment, c'est ce qui nous intéresse le plus, en rénovation. On est tous à domicile, là, en télétravail pour la plupart. Ben, on a tous un avis sur le résidentiel. Et on voit bien, je pense qu'on le perçoit tous, parce que tu dis qu'on en parle depuis très longtemps. Ça fait plus de 35 ans, en fait, hein, qu'on parle de domotique, de logement connecté, etc. Mais aujourd'hui, à l'heure où on parle, on peut pas encore parler de marché. C'est encore extrêmement compliqué dans le résidentiel individuel, parce que soit c'est un marché de geeks, et les gens se débrouillent tout seuls, de bricoleurs, soit c'est un marché d'experts, et pour ceux qui ont les moyens, ils font appel à des spécialistes. Donc c'est pas un marché de masse. Par contre, on voit bien que dans le collectif, on touche du doigt quelque chose qui va se massifier, et j'ai envie de dire s'industrialiser. C'est-à-dire, j'ai entendu beaucoup parler ce matin de démonstrateurs, ça m'horripile en fait. On n'en peut plus, ça fait 15 ans qu'on parle de démonstrateurs. Il faut arrêter avec les démonstrateurs. Il faut effectivement, je pense que c'est une bonne idée de reprendre les cas d'usage, les fonctions de base, et moi je le dis tous les jours aux promoteurs et aux bailleurs, n'essayez pas de trop en faire. Revenez à des fonctions de base qui servent à tout le monde, et après, grâce à ces fameux cadres de référence qu'évoquait Emmanuel, permettre aux bâtiments, aux logements d'évoluer et je dirais d'augmenter le nombre de services, d'augmenter la capacité de ces logements à accueillir, parce qu'il y a une crise du télétravail, du téléenseignement ou de la téléformation, de la télémédecine. Voilà, c'est parce que on aura mis des choses en place, donc une infrastructure, des process, de la gouvernance de données, des choses qui vont être rassurantes. Donc je reprends la notion de cadre de confiance d'Emmanuel. C'est là qu'on aura embarqué et la profession, parce que on l'a vu ce matin, tous les bailleurs ne sont pas convaincus de tout ça. Et puis, on aura surtout embarqué les utilisateurs. J'ai entendu aussi cette notion de discours d'experts. On est évidemment dans des discours d'experts à la SBA. On doit sortir de ces discours d'experts, faire beaucoup de pédagogie, presque de l'évangélisation, pour se faire comprendre du plus grand nombre. Nous, on est convaincus, et je pense que tous les gens qui sont connectés sont convaincus que le numérique est la solution. Mais ce n'est qu'une solution, c'est un outil, et c'est pas parce qu'on met du numérique qu'on fait du développement durable, qu'on fait des choses extraordinaires. Donc c'est qu'un outil, et moi j'aime bien la notion de low-tech, parce que la SBA, on a l'impression que c'est forcément du high-tech et des choses extrêmement sophistiquées. Mais pas du tout. Pour moi, smart, en anglais, ça veut dire malin, ça veut dire futé. Et prendre des dispositions pour que ces logements et ces bâtiments puissent offrir des services évolutifs, c'est beaucoup de bon sens, et c'est beaucoup
de notions de préparation, de prédisposition, de précaution. Et pour moi, les cadres de référence qu'on a mis en place sont un peu des checklists, comme des pense-bêtes, pour permettre aux maîtres d'ouvrage et à leur maîtrise d'œuvre de trouver les bonnes solutions, de trouver les bons compromis. Parce que dans tous les démonstrateurs, on a tendance à aller trop loin et on revient en arrière. Alors aujourd'hui, quand on va trop loin, on a tendance à dire on arrête tout et on revient à ce qu'on faisait avant. Donc non, ça c'est pas la solution. Il faut y aller doucement. Alors j'ai appris cette notion de, je sais plus, de la politique du Morvan. Je connaissais pas, mais c'est le pas à pas. Voilà. Moi je trouve que c'est très intéressant. C'est Gwenaëlle Costa-Levaillant. Ouais. Gwenaëlle Costa-Levaillant, la directrice du numérique région Île-de-France. On vise le Morvan et pas l'Everest. J'ai trouvé intéressant comme analogie, tout à fait. Et ce qu'on a imaginé sur le Ready to Service, c'est exactement ça. C'est pas d'essayer d'avoir l'Everest avec les 40 services tout de suite. C'est de dire, c'est quoi le minimum qu'on peut faire, comment on le finance, comment on le met en place, quel process on met en place, et puis ensuite, quelques services de base, parce qu'il faut quand même bien concrétiser tout ça. Il faut donner des idées, à quoi ça sert, c'est quoi des choses qui sont réellement efficaces, fiables, et sur ce socle de confiance, eh ben on va voir naître énormément d'initiatives, on va voir naître énormément de nouveaux services, on va voir naître des choses qu'on n'avait pas du tout prévues. Donc là, est-ce que le cadre juridique est prêt? Parce qu'on n'avait pas prévu, donc on aura peut-être beaucoup de surprises. Mais c'est parce qu'on est agile qu'on pourra s'adapter, retomber sur nos pieds et toujours, le maître mot, garantir la satisfaction des utilisateurs. Je pense que c'est, pour moi, en résumé, ce qu'on doit tous viser, en fait, au-delà de tous ces cadres de référence, toutes ces technologies, tout ce qu'on a pu évoquer aujourd'hui, c'est comment on garantit que les utilisateurs de ces logements et de ces bâtiments, même les prestataires, hein, les gens qui vont exploiter ces bâtiments, aient confiance dans leur technologie et soient prêts à recommencer et à reproduire ça le plus possible et le plus souvent possible. François-Xavier, en un mot, pour conclure ce tour de table, il a été beaucoup question ce matin de rénovation. En un mot vraiment, comment on fait pour être malin, je reprends ton terme, hein, smart égale malin, pour intégrer le numérique dans ces programmes de rénovation, mais vraiment en un mot. Hein. Alors en particulier sur le logement, parce que je poserai la même question à Sébastien sur l'aspect tertiaire qui est un petit peu différent. Voilà. Alors, un mot, c'est presque deux, mais c'est le bon sens. Je pense qu'il faut revenir à des basiques, c'est le bon sens. Le numérique, c'est un réseau, et on a vu que les réseaux étaient intelligents maintenant. Donc, si on a à travers, que ce soit du Wi-Fi, que ce soit du coax, que ce soit l'Ethernet, peu importe, on s'en fout. C'est déployer des réseaux, des process et des nouveaux métiers pour que ça se soit sur le long terme. Et là, on verra les services, on verra des gens satisfaits de leur logement, et on aura gagné, en fait. Il faut revenir à ce bon sens. Bon, être malin et faire preuve de bon sens, c'est les deux mots que je retiens. Merci François-Xavier. Sébastien, alors je vais pas dire que tu es le canal historique, mais si quand même un petit peu le canal historique de la SBA, le smart building au sens tertiaire du terme, et puis tu es un des cofondateurs aux côtés d'Emmanuel et de quelques autres de notre association. Donc la première question que je voudrais te poser, Sébastien, au bout de 8 ans, qu'est-ce que tu as vu évoluer? Qu'est-ce qui a changé en 8 ans finalement? Puisque nous, on a toujours tenu le même discours depuis le début. Comment le marché a évolué en 8 ans? Et effectivement, on soulignait tout à l'heure en introduction qu'il y avait une grande complexité des sujets qu'on traitait à la SBA. Moi, ce que j'ai observé en 8 ans, c'est une grande vitesse de maturité au niveau des acteurs du marché et surtout une accélération qui s'est fait et on le voit université après université, on sent qu'à chaque fois on clique d'un cran et ça va très très vite. Alors on peut dire 8 ans c'est très long, mais en fait quand on voit tout le chemin qu'on a parcouru, moi je trouve que c'est assez impressionnant et ça me donne confiance sur l'intelligence collective des différentes filières qu'on a rassemblées, du bâtiment, de l'énergie et du numérique, sur le fait qu'on pourra relever ces nouveaux défis. Alors, tu me posais la question sur, à partir d'aujourd'hui, quel enjeu? C'est vrai qu'on est dans un contexte qui est complètement inédit. Alors, j'ai l'impression que chaque année, on va annoncer des trucs inédits, là, depuis la période. Mais pour le secteur du bâtiment tertiaire, en tout cas, on a un contexte réglementaire. On a
des décrets là sur la réduction des consommations d'énergie et sur le niveau d'équipement des bâtiments qui est complètement inédit, c'était jamais arrivé. On a un mouvement aussi où on voit que la valeur d'usage des bâtiments et les aspirations surtout des occupants ont considérablement évolué dans un temps très très rapide, surtout au niveau de l'environnement des postes de travail. Alors, moi, j'étais assez impressionné là par tous les intervenants de la journée, donc je vais me permettre de reprendre quelques points qui m'ont un peu marqué. Par exemple, quand on dit que dans les immeubles de bureaux, on a jusqu'à présent, on a 80% de l'espace qui sont dits des espaces de travail et puis 20% des lieux de réunion, et qu'il faut changer cette proportion. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, sur 900 millions de mètres carrés tertiaires qui existent en France, l'ampleur du sujet. Le deuxième point en termes d'enjeux, c'est que on se retrouve toujours au même niveau par rapport à l'impact carbone et aux émissions. Il faut savoir que pour l'instant, on est dans une période où on a continué à émettre de plus en plus d'émissions. C'est pas acceptable. Emmanuel ce matin soulignait la nécessaire sobriété et la fin du gaspillage par rapport à nos ressources qui sont épuisables. Définitivement, elles le sont. Et donc, il va falloir faire un peu autrement. Arrêter des choses qui sont pas durables. Et pour ça, le smart building, en prenant en compte les besoins réels, en se dotant de systèmes d'information et de communication, va pouvoir adresser cet enjeu-là. Ce qui a été souligné aussi aujourd'hui, c'est de repenser ces lieux entre le domicile, les tiers-lieux et le siège social, comme des écosystèmes productifs. Ce qui a été souligné aussi, c'est ce nomadisme qui est de plus en plus fréquent entre ces différents lieux. Et aussi, le dernier point qui m'a assez marqué là dans les différents intervenants, c'est qu'on pouvait décupler l'efficience lorsqu'il y avait une liaison directe entre l'utilisateur et le fournisseur d'infrastructures et de services associés. Donc ce circuit court là permet vraiment d'atteindre l'efficience dont on a besoin. Enfin, il y a aussi un enjeu qui est autour de la résilience des modèles économiques des différents acteurs, et c'est là où on retrouve la thématique de l'hybridation des usages et des bâtiments, du quartier et du nécessaire pilotage de ces infrastructures, des plateformes de services qui doivent être à la bonne échelle, en particulier à celle du quartier, pour prendre en compte la mobilité, pour pouvoir délivrer des jumeaux numériques, pour pouvoir faire des infrastructures qui sont dynamiques et faire en sorte qu'elles soient bien opérées. Voilà donc quelques mots-clés un petit peu que j'ai pu noter dans la journée. Et évidemment, tout ça n'est possible que s'il y a une bonne gouvernance, un cadre de confiance et des cas d'usage, on y revient décidément, plus que la technologie en elle-même, parce que ce qui a été dit aussi aujourd'hui, c'est que finalement, c'est pas trop un problème de techno, elles sont là. Alors, il y en a certaines, bien sûr, qu'on va continuer à faire évoluer et c'est ce qu'on fait. Mais je dirais le sujet s'est un petit peu déplacé sur l'utilisateur, sur les occupants. Et je dirais l'enjeu principal, c'est qu'il faut moderniser les lieux de notre vie collective. On voit bien que c'est une autre façon de dire qu'il faut repenser les infrastructures et les usages associés. Alors, merci Sébastien. Moi, j'ai deux questions et une réponse courte, si tu le permets. La première, c'est que cette transformation, elle doit s'appliquer pas uniquement sur les nouveaux bâtiments, mais sur les bâtiments existants. Ça a été dit à plusieurs reprises tout au long de la journée. Donc, cette fameuse rénovation qui est valable à la fois pour le logement, mais également pour le tertiaire. Pour le tertiaire, il y a le décret tertiaire, le décret BAX. Est-ce que c'est une opportunité qui va nous permettre finalement d'imposer toute cette vision de la colonne numérique, des enjeux du smart? Qu'en penses-tu? Alors effectivement, on le voit d'ailleurs directement dans France Relance. On a 3 piliers pour la rénovation, et dont un qui concerne les actions dites à gain rapide. Et donc c'est là où on a un triptyque assez vertueux qu'on doit organiser entre des solutions à base de numérique, des solutions à base d'équipement, et puis évidemment de la réhabilitation lorsque c'est nécessaire. On parle bien là encore effectivement de tout ce parc existant. Les premiers appels à projets, c'est sur les bâtiments publics de l'État, c'est juste 100 millions de mètres carrés. Donc, vous voyez, ça concerne bien de l'existant. Et donc, il va falloir passer de cette situation initiale à une situation cible par des cycles de rénovation successifs,
et sensibiliser, apporter la pédagogie. Alors, par rapport à ça, 2 points que je voudrais mettre en avant. Le premier, c'est que ça ne se fera pas sans les territoires. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on est sur du parc diffus un peu partout. Les bâtiments, ils sont partout. Il suffit d'ouvrir la fenêtre de là où on est en ce moment pour voir qu'on est entouré de bâtiments. Et donc, il va falloir s'appuyer sur les régions. Et au niveau de la SBA, on a mis en place ces régions avec des écosystèmes d'acteurs locaux qui peuvent embarquer et qui doivent embarquer les pouvoirs publics, les organisations professionnelles, pour pouvoir décliner tous nos labels, tous nos référentiels, et à commencer par le R2S, le BIM for Value, et puis toutes les déclinaisons forcément de R2S. Je peux pas les citer toutes ici. On a déjà 11 régions qui sont lancées. Et donc, on a cette phase très importante de déploiement régional. Ce qui va avec ça aussi, c'est la formation des acteurs. Parce que pour pouvoir réussir cette fameuse colonne numérique, il faut effectivement de la technologie, mais aussi il y a une façon de faire. Et pour ça, il faut se former non seulement aux technologies, mais aussi au référentiel de la SBA. C'est très important. Parce qu'on peut très bien faire une rénovation qui soit, je dirais, conforme sur le plan de la réglementation et de la technique, mais qui soit pas conforme aux enjeux qu'on a abordés toute la journée. Le deuxième aspect que je voulais souligner, c'était la nécessité d'avoir des outils et d'avoir une impulsion de la force publique. Et donc l'outil, on a commencé à le rédiger, encore une fois par rapport à des cas d'usage. Donc là, on est en train de travailler sur plusieurs dizaines de cas d'usage qui vont décrire en fait qu'est-ce que c'est qu'une rénovation de bâtiments modernes à partir de 2020, dans la période 2020-2030. Et ça, on l'a fait en partenariat avec d'autres organisations professionnelles comme la FFIE, le CERS, IGNES, JIMELEC et également Qualifelec pour la qualification des entreprises. Et donc voilà, ça c'est un outil qui va servir directement en se déclinant dans les territoires pour accompagner tous les acteurs sur cette fameuse colonne numérique. Très bien, merci Sébastien. Donc ça consomme tout le monde, tout type de bâtiment, toutes les régions. Le numérique, c'est pour tout le monde. Emmanuel, je voudrais revenir sur la deuxième partie de cette journée. On a vu que tous ces changements créaient le besoin de se poser la question de nouveaux métiers aussi. Donc, tu as animé une conférence sur les opérateurs de services. Alors, peut-être que tu pourrais résumer les quelques idées forces qui ont été évoquées lors de cette conférence. Et puis, après, je te poserai la question sur la gouvernance des données qui était la table ronde juste avant la nôtre. Voilà. Donc, l'opérateur de service, c'est qui, c'est quoi et il fait quoi? Alors, il y a opérateur de service et tiers de confiance. En fait, il y a quand même deux métiers, hein, même si on les a un peu mélangés, mais il y a quand même deux métiers bien identifiés. Le tiers de confiance, il est garant, effectivement, de la performance promise à l'échelle du quartier. Et donc, il est, entre guillemets, le lien entre les usagers, tous les types d'usagers, et justement ces opérateurs de services. Il est le garant aussi de la gouvernance des données. On en a parlé. Et donc, quelque part, il est aussi il porte le cadre juridique aussi de la gouvernance de ces données. Donc, c'est un métier qui est nouveau et on l'a vu, c'est un métier qui est en constitution. Alors, c'est qui peut le porter? Qui peut le porter? Eh bien, voilà, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. C'est pour ça que moi, à la fin, d'ailleurs, j'ai émis le souhait de ne pas oublier l'usager final, le particulier. Mais effectivement, qui va le porter? Bien entendu, on est sur les territoires, donc il faut des acteurs publics. Mais il y a des acteurs privés qui opèrent. Et puis, je pense qu'il faut associer effectivement les usagers et pourquoi pas les particuliers. Donc, vous voyez, moi j'aime bien ce terme, peut-être qu'il restera. Je l'appelle PPP, c'est privé, public, particulier. Et donc, c'est une association, une combinaison de ça, mais avec une gouvernance qui peut être une gouvernance publique. Merci Emmanuel. J'accélère là parce que je vois que le temps tourne, donc désolé d'être un peu plus haché dans mes questions.
un des outils pour cet opérateur, c'est le système d'information donc du bâtiment et de la ville, et puis au cœur de celui-ci, ce fameux BOSS dont la SBA s'est fait le chantre depuis maintenant plus d'un an. Sébastien, un mot, quel rôle va-t-il jouer ce système d'information et au cœur duquel se trouve ce fameux BOSS? Oui, il faut quand même en dire un petit mot parce que C'est pour ça c'est que je un donne point la qui est parole. fondamental. Voilà, c'est un point qui est fondamental. On a plus de 30 ans d'expérience dans les systèmes d'information d'entreprise. Bon. Et donc, on est en train de parler d'organisation de ressources pour collecter, stocker, distribuer de l'information, enfin tout ce qu'on a dit aujourd'hui. L'objectif, ça reste de soutenir une activité humaine. C'est à ça que ça sert les systèmes d'information. Donc là, ce qu'on est en train de dire, c'est que on va doter le bâtiment d'un système d'information et forcément qui est au service des processus métiers. Donc les processus métiers, ils sont composés de bâtiments et d'occupants. Et donc derrière, on va retrouver ces fameuses data avec leur format, les flux associés, les traitements associés et les modèles de données. Bon, mais pour que ça marche, il faut une infrastructure numérique sous-jacente, parce que sinon, c'est une autre version des systèmes d'information, c'est le papier et le crayon et la gomme. C'est un système d'information. Enfin, c'est pas très performant. Donc, il faut une infrastructure, et c'est là où on a R2S, c'est là où on a des operating systems, donc là, en l'occurrence, un building operating system, et les logiciels métiers. Et par exemple, on pourrait avoir un jumeau numérique comme un logiciel très important pour faire de la simulation, des optimisations. Et donc, il faut que ce boss, il puisse permettre de rassembler un écosystème maîtrisé, donc qui soit compatible avec tout un tas d'objets connectés. On a parlé beaucoup d'IoT, mais aussi toutes les applications. Hein, et c'est vraiment ce sous-jacent d'infrastructure qui est très important. Et une fois qu'on a ça, on doit compléter ça par les aspects de gouvernance, de cybersécurité, d'accompagnement au changement. Et donc moi, le message que je veux faire passer, on peut pas l'approfondir ce soir, mais il faudra continuer à y travailler, c'est qu'il faut inventer une direction des systèmes d'information du couple qui est maintenant formé par le bâtiment et ses usagers. Parce que contrairement au système d'information d'entreprise, c'est pas virtuel. C'est la combinaison du monde physique et du monde virtuel, donc les deux à la fois, pour atteindre nos nouveaux objectifs qu'on a cités de bas carbone, de résilience, de santé, etc. Voilà pourquoi c'est Merci, très important de prendre en compte ces systèmes d'information. merci Sébastien. Donc le DSI du bâtiment qui fait le lien avec l'usager. Donc François-Xavier, pour faire le lien avec cette question sur l'opérateur des services et l'opérateur des données, dans le monde du logement, on est sur un sujet très 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 sensible puisqu'on touche à de la donnée personnelle, donc encadrée par la réglementation. Quel rôle peuvent jouer les bailleurs ou les syndics pour coordonner tout ça? Alors, je crois que la situation d'un bailleur social, même d'un promoteur et d'un syndic avec sa copro, etc., sont très très différents. Donc c'est difficile de répondre globalement à ça, mais je reviendrai à ce qui a été dit aujourd'hui. Déjà, savoir qu'il n'y a pas de DSI. Hein. Dans le tertiaire, on a la chance déjà d'avoir des gens qui sont acculturés à l'informatique, dont des directions d'informatique. Malheureusement, nous, sur nos projets résidentiels, il y a peu de compétences, y compris d'ailleurs en conception dans les bureaux d'études sur ces sujets-là. Donc, il faut des nouveaux acteurs. Et on entendait parler tout à l'heure de Sergic, un syndic d'initiative, eh ben ils sont allés discuter avec IBM. Donc on doit sortir de nos habitudes en fait. On doit dépasser, en sport on parle de dépasser sa fonction, on dépasse son rôle et on va trouver les compétences là où elles sont. Il ne faut pas essayer avec les compétences habituelles de faire du smart. C'est pas un jouet quoi. C'est quelque chose de sérieux. Malheureusement aussi, si on compare le tertiaire résidentiel, on n'a pas encore beaucoup de solutions qui s'apparentent à du boss dans le résidentiel, donc il faut aller là aussi pas à pas. Et je crois, j'ai appris quelque chose aussi avec le maître Ortega quand il disait le droit court après l'innovation. Parce que moi, ça me fait un peu paniquer depuis quelques mois quand on parle de R2S. On se dit mais on a fait le boulot sur R2S, mais on n'a pas encore suffisamment travaillé le véhicule juridique. Mais non, lui, il nous dit, c'est pas grave. C'est normal, d'ailleurs, qu'on ne soit pas au point au niveau juridique. Par contre, eh bien, on a quand même des habitants hein, au bout de la chaîne, on a des utilisateurs, donc il faut trouver des solutions. Alors,
les GAFA font très peur. Hein. Globalement, quand on parle dans le résidentiel, tout le monde pense à Google, à Alexa, à Amazon, etc. J'ai aimé ce qu'a dit Eric Grapp de Michelin tôt ce matin, c'était la notion de propriété intellectuelle partagée de la donnée. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a des grands acteurs qui sont convaincus de métadonnées et il n'y a qu'eux qui ont accès à la donnée. Ça marche plus dans le monde moderne. C'est forcément de la donnée qui est à disposition du plus grand nombre, de tous les offreurs de services, y compris du particulier, hein, qui doit pouvoir récupérer sa donnée, effacer sa donnée. Quand une rotation, on change de locataire, on doit pouvoir effacer les données. Donc, c'est pas quelque chose qui est de l'ordre des GAFA ou des grands groupes du smart home. Donc ça, il faut l'inventer. Sinon, on va voir comme à Toronto avec Google, c'est les habitants vont dire non, vont dire stop. Il faut pas ça. Il faut trouver des solutions pour rassurer et répondre. On a la chance en Europe, grâce à RGPD, d'avoir quand même des outils. On a un règlement. On a la CNIL en France qui travaille énormément sur ces sujets-là. Et je pense que la SBA doit se saisir de ce sujet. On a déjà commencé, il y a déjà des commissions, on doit aller plus loin. Et on doit à tout prix éviter que les maîtres d'ouvrage se découragent ou que les utilisateurs prennent peur. Donc là, je pense que c'est continuer nos commissions, continuer nos réflexions et monter des argumentaires, monter des outils pour trouver des solutions. Évidemment, pas au niveau bâtiment. On l'a vu aujourd'hui, hein, on parle beaucoup plus de solutions à la maille du territoire. Alors, est-ce que c'est la région? Est-ce que c'est la métropole? Est-ce que c'est même le quartier? Voilà, ça, je sais pas. On verra. Mais il faut aller vers le territoire, c'est sûr. Merci François-Xavier pour ce témoignage et pour le lien que tu fais pour finir ce tour de table avec Ella, la maille du territoire. Et là, pour vraiment très très rapidement, pour laisser la conclusion à Emmanuel, cette maille sur laquelle nous sommes en train de travailler, tu as parlé de R2S aménagement. Est-ce que tu peux nous dire deux mots finalement de l'aspect gouvernance des données à l'échelle de cette maille de la zone d'aménagement? Alors, vaste sujet sur lequel on va plancher dans les semaines à venir, mais il est clair que l'enjeu de la gouvernance de la donnée sera un point clé par rapport à l'enjeu de confiance de l'ensemble des utilisateurs. Hein. François-Xavier parlait de la peur des GAFAM et si le citoyen a peur, l'élu et a fortiori derrière les services techniques également. Donc, il y a un enjeu de confiance qui est clé. Et puis ensuite, globalement, au niveau de la data, définir de quelle data on parle, de quelle data a-t-on besoin, avoir vraiment une feuille de route au niveau de la data qui soit claire, une dynamique juridique aussi de gestion de la donnée, de la propriété de la donnée qui soit également transparente et au service de l'intérêt général. Ça c'est un point clé. Donc voilà, autant de sujets que nous traitons dans le cadre d'un sous-groupe thématique qui vient de se lancer. Alors, il avait été amorcé, mais là, on va l'accélérer dans le cadre de la commission Smart Aménagement. On est ravis d'accueillir depuis 2 semaines maintenant le directeur général adjoint de l'EPA-Marne, Jean-Baptiste Ray, comme coprésident de la commission Smart Aménagement pour vraiment avoir et impulser la perspective de la collectivité territoriale dans les travaux. On avance au niveau d'un partenariat sur du concret sur ce sujet de la gouvernance de la donnée avec la FNCCR. Pour ceux qui ne connaissent pas la FNCCR, il s'agit de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies qui réunit des collectivités territoriales spécialisées dans les services publics locaux en réseau, donc ce qui touche à l'énergie, au cycle de l'eau, au numérique et aux déchets. Et aujourd'hui, j'ai également eu un échange très prometteur avec le délégué général de France Ville Durable pour justement travailler collectivement sur le volet du numérique responsable. Donc, on a beaucoup de choses très positives qui s'enclenchent pour la maille territoriale. Merci Ella pour ce témoignage. Donc rendez-vous aux prochaines universités pour détailler le programme. Hein, voilà. Voilà pour nos travaux pour les prochains mois. Emmanuel,
À toi la parole, à toi l'honneur de conclure en tant que président et aussi en tant qu'organisateur et initiateur de cette journée. Voilà. Merci en tout cas Merci. à tous Ouais. les quatre. Et merci Manuel, à à vous toi. quatre pour nous avoir suivis pendant toute cette journée. Merci à tous les organisateurs. C'est pas simple parce qu'on a organisé ça en 15 jours et j'avoue que c'était une prouesse en 15 jours d'arriver à, à faire cet événement avec cette richesse. Ça montre l'agilité et les ressources qu'il y a à la SBA. Enfin, je me souviens quand Dominique me dit ce sera quoi le thématique des universités c'était il y a à peu près 8 mois, même plus. J'ai dit ce sera hybride. Alors c'est vrai qu'on a pas mal discuté là-dessus, mais je pense aujourd'hui clairement que cette thématique était à propos. Et je pense aujourd'hui qu'on va tous repartir chez nous avec cette notion d'hybridation. Et là, on a bien parlé. Mais c'est très important parce que c'est vrai qu'il faut bien comprendre que ça explique bien qu'on est dans un monde qui a changé. Et cette hybridation, elle est à tous les niveaux de la société. Et je pense que au-delà de parler d'hybridation, ben effectivement, il faut l'expliquer. Et donc, on l'a dit, il y a un niveau de pédagogie. Il faut acculturer, il faut l'expliquer. On parle de nouveaux modèles économiques, on parle de modèles économiques innovants. Pour accompagner tous ces changements, je pense qu'il ne faut surtout pas être dans l'attentisme, ce n'est pas le but de la SBA. Mais là, il y a un message aussi politique, c'est-à-dire qu'il ne faut plus attendre. On voit bien que les solutions sont là, tout est là. On a, comment dire, on a des acteurs qui sont mobilisés. L'ensemble des acteurs, et notamment à la SBA, sont mobilisés. Donc il faut y aller. Il n'y a plus qu'à, comme dirait. Et aujourd'hui, nous, je pense qu'on porte un message qui est quelque part, qui est politique. Et je souhaite que ce message soit relayé maintenant à tous les niveaux de l'État. Merci.